Lundi 14 octobre par le président de la République, les finances publiques, l'héritage du régime de Macky Sall et les chiffres d'Ousmane Sonko, la reddition des comptes, PASTEF et l'opposition et la bataille du 17 novembre, cohabitation ou majorité parlementaire pour le parti au pouvoir, l'environnement, la COP29. Dr Daouda Ngom face à Babacar Fall, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. Qui l'eût cru des soupçons de scandale financier dans la gouvernance PASTEF, Azer, ONAS? C'est quoi le projet? Enfin, il va avoir un visage puisque Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, va dévoiler demain, 14 octobre, le contenu de la politique de développement qu'il compte mettre en œuvre sous sa présidence. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Babacar. Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, donc, c'est votre première dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et j'en profite pour saluer les auditeurs de la RFM et saluer tous les Sénégalais. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes professeur titulaire et non docteur, comme dit dans la bande-annonce, pour tirer les oreilles à un arrochat. Vous êtes professeur titulaire au département de biologie végétale de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en biologie, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en agro-environnement, d'un doctorat en biologie végétale et d'un doctorat en écologie et agroforesterie. Vous avez travaillé en tant qu'ingénieur chargé d'études au ministère de la Recherche scientifique et point focal du Comité national du programme sur l'homme et la biosphère du Sénégal de 2000 à 2010. Vous avez ensuite servi comme enseignant-chercheur, chef du département agroforesterie à l'université Assane Seck de Ziguinchor entre 2010 et 2017. Et depuis 2017, professeur Daouda Ngom, vous êtes enseignant-chercheur, directeur du laboratoire d'écologie végétale et responsable de la formation doctorale écologie et agroforesterie de l'UQAT. On ne sait pas si votre emploi de temps vous permet toujours de fréquenter l'université. Oui, j'avoue que c'est très difficile. Mais j'essaye quand même de continuer à encadrer des étudiants, surtout dans la lecture des thèses. Daouda Ngom, l'agroforesterie, puisque votre gouvernement va décliner demain sa feuille de route, l'agroforesterie aurait pu être un bon levier pour augmenter les rendements dans le monde rural, dans le domaine agricole de façon générale, mais il aurait pu aussi amoindrir les risques d'insécurité alimentaire. Malheureusement, elle est ce qu'elle est. Plusieurs obstacles pour son expansion. Et ça, on ne comprend pas. Après plusieurs décennies d'indépendance, le Sénégal n'y parvient pas. L'agroforesterie, en fait, c'est l'association des arbres et des cultures. Et c'est une pratique millénaire. De l'homme aussi, les animaux. Oui, les arbres avec les cultures et ou les animaux. Et il y a trois types de systèmes. Soit vous associez l'arbre aux cultures, soit vous associez l'arbre à l'animal, soit vous associez l'arbre aux cultures et aux animaux. Et c'est ces trois types de systèmes qui existent. Et comme je le disais, c'est une pratique millénaire en Afrique. Mais malheureusement, sa propension rencontre beaucoup de difficultés. Et ça pourrait quand même aider le Sénégal à lutter contre la déforestation, mais également à reforester. Et un autre avantage, c'est que ça permet de stabiliser le sol et d'améliorer également la fertilité des sols. C'est également une stratégie de gestion des risques pour les paysans parce que vous avez la culture, ce que vous donne la culture. Par exemple, si vous avez le mil ou l'arachide ou une autre spéculation, et ce que vous donne l'arbre. Parce que l'arbre donne des biens et services à l'homme. Oui, il y a trop de pression sur la terre et de façon générale sur les ressources naturelles. Oui, il y a trop de pression sur la terre. Mais là aussi, il faut relativiser parce que le Sénégal a beaucoup de terres arables qui ne sont pas aujourd'hui exploitées. Ce qu'il faut peut-être, c'est d'essayer de repenser l'agriculture sénégalaise. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, de passer d'une agriculture souple où le paysan
travaille 3 mois, je devrais dire même travaille 21 jours, parce que si vous faites le cumul du temps que le paysan sénégalais qui fait de l'agriculture pluviale passe au champ, c'est 21 jours l'année. Et il se repose le reste de l'année. Ce qu'il faut aujourd'hui, et ce que nous prévoyons de faire, c'est de maîtriser les ressources en eau, afin de permettre aux paysans sénégalais de pouvoir cultiver 12 mois sur 12. C'est que l'État sénégalais aussi a abandonné des projets qui auraient pu permettre de vasculariser l'eau à travers toutes les terres du pays, au lieu d'attendre la pluie et l'hivernage. Effectivement, dans le passé, il y a eu beaucoup de projets, Canal du Cayor, Vallée Fossile. Mais aujourd'hui, nous avons un projet beaucoup plus intégrateur, c'est-à-dire qui intègre tous ces anciens projets. C'est les autoroutes de l'eau. C'est-à-dire faire un transfert d'eau à partir du lac d'Aguerre, comme vous l'avez dit, pour vasculariser l'intérieur du pays. De ce fait, ça permettra de faciliter l'approvisionnement en eau potable, mais également de booster l'agriculture sénégalaise. Parce que si vous arrivez à mettre à disposition du paysan sénégalais de l'eau, vous avez réglé la moitié du problème. Et après, la régénération naturelle va s'en suivre naturellement, quoi. Il y a ce qu'on appelle un peu la succession écologique. Si les conditions deviennent favorables, le milieu naturellement va se régénérer. Et donc, si l'eau est disponible, le paysan commence à faire de l'agriculture. Mais nous faisons également la promotion d'une agriculture plus écologique. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser des engrais chimiques, mais de façon rationnelle. Parce que souvent, quand vous utilisez des engrais chimiques, vous pouvez aller jusqu'à dépasser ce qu'on appelle la consommation de luxe. Vous mettez de l'engrais, mais ça ne se fait pas ressentir sur les rendements. Donc, nous faisons la promotion également d'une agriculture écologique où on utilise moins d'engrais et où on essaye d'utiliser un peu les fonctionnalités de l'écosystème pour augmenter la productivité également. J'imagine que dans vos études, dans votre travail de chercheur, vous n'avez pas explication de pourquoi ces vastes étendues dans le pays sont un grand rien, comme disait quelqu'un là. C'est vraiment un grand rien parce que, comme je l'ai dit, l'un des facteurs limitants de l'agriculture sénégalaise, c'est qu'elle dépend en grande majorité de la pluie. Et la seule solution aujourd'hui, c'est de maîtriser les ressources en eau. Il y a d'autres paramètres, notamment les débouchés, notamment l'accompagnement de l'État, l'organisation en coopérative. Et ça, le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en place des coopératives. Parce que l'agriculteur sénégalais, généralement, n'occupe qu'une petite surface. Et si vous les organisez en coopérative, ces agriculteurs ensemble, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent gérer de vastes étendues. Et d'ailleurs, c'est le problème de l'agriculture, de la riziculture en Casamance. Parce qu'en pays Diola, c'est morcelé. Vous avez plusieurs familles. Souvent, c'est de petites superficies sur 1 hectare, vous pouvez avoir une exploitation. Et ce qu'il faut, c'est un peu de remembrer. Parce que ces agriculteurs, tu ne peux pas les aider à s'équiper. Tu ne peux pas mettre une plateforme, par exemple un tracteur, pour leur dire que vous partagez ce tracteur pour faire vos travaux. Pourquoi? Parce que c'est de petites parcelles, de petits lopins de terre, ce qui fait qu'il y a un travail à faire en termes de remembrement. Et le ministère de l'Agriculture passera par ces coopératives qui sont en train d'installer dans toutes les communes du Sénégal. C'est pas que le Sénégal, 60% des terres arables au monde se trouvent en Afrique. Et on voit ce que le continent il est en la matière d'agriculture, même s'il y a des exceptions, le Maroc ou d'autres pays qui ont, sous Hassan II par exemple, le Maroc a pu... Oui, moi j'ai mal au cœur si aujourd'hui le Sénégal importe des légumes du Maroc, la carotte notamment, le navet. C'est incroyable. On avait l'habitude de voir le Sénégal importer des agrumes depuis très longtemps. D'ailleurs, on les appelle les oranges du Maroc. Mais les légumes, c'est effarant. Parce que le Sénégal a un potentiel. Et ça me permet de rassurer un peu les Sénégalais. C'est vrai que les finances publiques sont dans un état très difficile. Mais ce qui me rassure, c'est que le Sénégal a un énorme potentiel, comme vous l'avez dit. Le Sénégal devrait produire assez pour nourrir
c'est 18 millions d'habitants. C'est possible. C'est dans nos cordes. Parce que nous avons la chance d'être arrosés dans la partie la plus sèche par le fleuve Sénégal. Nous avons le fleuve Sénégal qui constitue une boucle au nord, là où il ne pleut pas assez. Nous avons le fleuve Gambie. Nous avons des eaux souterraines. Parce que le Sénégal, c'est un pays plus ou moins riche en eau. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu valoriser ça. Pendant 65 ans, nous sommes encore un pays avec une balance commerciale très déficitaire, près de 4 000 milliards par an. C'est énorme. Même si la balance commerciale, pour beaucoup de pays au monde, c'est par définition déficitaire. Oui, mais pour un pays, un pays qui fait partie des pays les moins avancés au monde, quand on nous dit que nous sommes 22e pays le plus pauvre au monde, si on continue à importer plus qu'exporter, ben il va sans dire que nous allons continuer à avoir des difficultés. Et les problèmes seront toujours là. Donc, l'objectif, c'est vraiment une refondation, en fait, de notre économie, si je peux. Nous voulons avoir une économie plus compétitive, plus forte, et une agriculture capable de nourrir son homme. On va voir ce que le projet va faire de l'agriculture. On est curieux de savoir comment le projet va la rendre plus rentable. Présentation, comme dit en introduction, présentation du nouveau référentiel économique demain lundi à Diamniadio par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. On verra donc ce que le projet va proposer, par exemple, sur le pouvoir d'achat des ménages. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui, lors de votre séminaire de vendredi, séminaire gouvernemental pour préparer le lancement de ce projet économique, on a entendu dire qu'il veut tripler les revenus des Sénégalais. Mais comment il va faire? Comment vous allez faire? Oui, je dois dire que souvent on dit le projet. Mais le projet, c'est le programme politique que nous avions soumis aux Sénégalais et qui a été validé à la limite par 54% des Sénégalais. Et c'était issu d'un long processus. Pendant 2 ans, des cadres du parti avaient réfléchi sur ce projet. Mais je dois préciser... Vous ne l'avez jamais terminé, Non. Laissez-moi terminer, Babacar. Ceci n'était qu'une profession de foi en réalité. Voilà. Les programmes politiques, c'est des professions de foi. C'était une profession de foi. Les programmes politiques, généralement, c'est comme ça. Nous ferons ça, nous ferons ça, nous ferons ça. Maintenant, ce qu'on s'est dit, arrivé au pouvoir, le président de la République et le Premier ministre, on était dans une profession de foi. Il faut transformer cette profession de foi en référentiel. Et il y a 3 aspects qui sont très importants dans cette affaire. Le premier, c'est que souvent, au nouveau gouvernement qui vient, il met en place un plan. Et souvent, ça nous prend 2 ans. Le plan Sénégal émergent, Macky Sall a mis 2 ans, c'est en 2014 que ça a été lancé. Il a mis 2 ans pour mettre en place son plan émergent et qui avait mobilisé l'expertise internationale, qui nous a coûté entre 2 et 3 milliards de francs CFA. Rédaction. Oui. Et l'innovation cette année, c'est que le référentiel a été écrit par des Sénégalais pour des Sénégalais. En quoi faisant? En mobilisant l'administration, les fonctionnaires du ministère de l'économie, du plan et de la coopération et un cabinet privé. C'est l'expertise sénégalaise qui, en 6 mois, nous a proposé un référentiel qui sera décliné sous forme de 3 documents. Le premier, c'est la vision à long terme, c'est la vision prospective. Le Sénégal, que sera le Sénégal en 2050? Vous me parlez de triplement du PIB, c'est ce qui a été planifié, passer de 1 500 au moins à 4 500 $ par habitant. Et ça, c'est une vision à long terme. Et de cette vision à long terme, nous avons extrait un plan quinquennal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera au cours du mandat, qui sera détaillé avec des projets bien ficelés. Et nous avons également le master plan sur 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2034. Et l'idée, c'est vraiment, comme le dit le président, d'aller vers une transformation systémique et pour arriver à un Sénégal juste, un Sénégal prospère, un Sénégal souverain. Et lundi, Inch'Allah, demain 14 octobre, le président de la République présentera, avec le Premier ministre, ils présenteront ce référentiel
qui est un peu l'agenda de transformation systémique du Sénégal aux Sénégalais. Et je suis sûr que ce sera une date qui va marquer les Sénégalais. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau souffle pour le Sénégal. Le 24 mars, un président a été élu. Le 14 octobre 2024, nous présenterons les référentiels. On nous dira que nous aimons les 4, mais peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Mais l'exercice n'est pas nouveau. Vous dites vous-même que chaque pouvoir qui arrive essaie de mettre en œuvre un nouveau plan économique. Pourquoi les Sénégalais devraient-ils croire en ce projet, à cette nouvelle politique économique du pays? Rien qu'à voir la trajectoire de PASTEF, on peut être confiant. Et il y a plusieurs indicateurs. L'exercice auquel le Premier ministre s'est prêté la dernière fois, le 26 septembre, en présentant la réalité de nos finances publiques au Sénégalais, à mon avis, rien que ça, c'est un indicateur qui montre que le gouvernement actuel veut gérer dans la transparence, veut gérer dans la sobriété, veut gérer en faisant focus sur les besoins des Sénégalais. C'est vrai que nous avons trouvé une situation difficile. Nous avons hérité d'un pays qui, pendant 60 ans, quand même, je le dis, nous avons un peu dormi. Quand vous faites une petite comparaison en 1960, là où on était en termes de PIB par habitant et là où nous sommes aujourd'hui, comparé à d'autres pays. Quand on dépassait même la Corée. On dépassait la Corée. Ça, c'était vraiment avant. Mais en 1960, le Sénégal était devant la Corée. Nous étions à $307 par habitant. La Corée environ à moins de 300. Et en 65 ans, ça veut dire que les Sénégalais vivaient mieux que le Coréen, à la limite. En 65 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal est passé de 307 à $1,500. Cela veut dire que nous avons multiplié notre PIB par habitant par 5. La Corée a multiplié son PIB par habitant par 167. Aujourd'hui, la Corée, c'est $33,000 par habitant. Et ça fait partie des 15 pays les plus avancés au monde. Nous faisons partie des 22 pays les moins avancés au monde. Ça veut dire qu'il y a problème. Et aujourd'hui, les Sénégalais se plaisent bien d'avoir un Samsung qui est coréen, d'avoir une télévision Samsung, d'un LG ou bien d'une voiture Hyundai, d'une voiture Kia. Et ce sont des Coréens qui sont à l'origine de ça. Donc, pendant longtemps, il faut le dire, nous n'avons pas assez travaillé, à mon avis. Parce qu'on a un potentiel énorme. Nous avons hérité d'un noyau industriel quand même. En 1960, nous avons hérité d'une assemblée nationale, d'un palais présidentiel, je veux dire, le building administratif. Nous avons hérité d'un système de rails, du chemin de fer. Si on se comparait en 1960 avec les pays de l'Interland comme le Mali et le Burkina, le Sénégal devrait aujourd'hui dépasser là où il est. Et c'est là où le nouveau gouvernement... Mais je précise que ce sera un processus, ce n'est pas du tic au tac. C'est là où le nouveau gouvernement veut amener le Sénégal et les Sénégalais vers une économie prospère, une économie compétitive, vers un capital humain de qualité, vers une bonne gouvernance, mais également vers un développement durable. Et avec quelles ressources vous allez parvenir à vos fins, en commentant la dégradation de la note du Sénégal par l'agence Moody's après les révélations du Premier ministre sur une supposée ou réelle falsification des données économiques du pays, parce qu'on attend toujours la certification des comptes publics par la Cour des comptes. De toute manière, les contre-coups de ces révélations se sont fait ressentir sur les marchés financiers pour le Sénégal. En commentant donc lui-même cette notation, Ousmane Sonko dit ceci: si notre note a été dégradée et après notre développement, ajoute-t-il, ne dépend pas du financement international, il dépend de nous. Donc comme ce discours, il n'est pas nouveau.
La théorie a été développée par tous les régimes qui ont géré le Sénégal. Et alors, comment comptez-vous vous appuyer sur les potentialités locales pour développer le pays? Est-ce qu'elles sont clairement identifiées? Est-ce qu'elles sont aussi rentables que cela? Mais qui sont-elles d'abord, ces potentialités? Voilà. Demain, en fait, vous en saurez beaucoup plus. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que le Premier ministre dit, le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est en droite ligne avec les idéaux que PASTEF a toujours défendus. C'est-à-dire, nous voulons une économie plus endogène. Nous voulons une souveraineté nationale. Je prends seulement l'exemple de l'agriculture. Quand le Sénégal exporte toute cette noix d'anacarde vers l'Inde, alors que l'Inde, c'est le deuxième producteur mondial de noix d'anacarde. Et d'ailleurs, l'Inde était le premier producteur jusqu'en 2016. C'est après que la Côte d'Ivoire est devenue premier producteur. Mais le Sénégal se plaît à exporter toutes ces noix vers l'Inde, qui produit plus que nous, mais qui est leader sur le marché international. Ça veut dire que nous perdons de la valeur. Quand vous exportez vos matières brutes, vous exportez également de la valeur. Et on peut citer le cas de l'arachide. Ces dernières années, les Chinois ont envahi le marché de l'arachide. Mais pourtant, le Sénégal continue à importer des huiles qu'on nous dit huiles végétales, on ne connaît même pas l'origine. Donc l'idée, c'est de développer le secteur secondaire. Parce que la structuration de l'économie sénégalaise, elle est un peu bizarre. Hein? Parce que le secteur tertiaire, le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, pêche et autres, ce n'est que 16% du PIB. Effectivement. Le secteur secondaire, 24%. Le secteur tertiaire, c'est 60%. Et quand vous avez un secteur tertiaire de 60%, c'est comme les grandes économies. Hein? Ça veut dire qu'il y a une tertiarisation précoce de l'économie sénégalaise. L'idée, c'est de développer le secteur secondaire, qui est l'industrialisation, en développant la transformation des extractives, en fait. Tout ce qu'il y a comme minerais, or, tout ce qu'on exploite. On n'a pas compris. Sous Abdou Diouf, essayer ça semblait bien parti, de les transformer. Mais également se baser sur la transformation agroalimentaire. Quand on te donne une canette, parce que j'ai l'habitude souvent de lire les prescriptions, quand on vous donne une canette de boisson. Canette de mangue, tu vois ça, on te dit Made in Egypt, Made in Émirats Arabes Unis. Ces pays n'ont pas un seul manguier. C'est parce que nous préférons exporter la matière brute plutôt que de la transformer, alors que nous avons un potentiel énorme en Casamance. Le potentiel agricole de la Casamance est inexploité. Inexploité. Moi, j'ai vécu en Casamance pendant 8 ans et les légumes que j'achetais au marché venaient des Niayes. Ce qui est inexplicable. Parce que aussi, il faut le dire, pendant longtemps, il y a eu très peu d'investissements dans le domaine de la transformation agroalimentaire dans cette région du Sénégal. Donc, nous voulons changer de paradigme. Aller vers une économie plus endogène. Un Sénégal plus souverain. Et ça, la voie sera montrée demain par le président de la République qui montrera aux Sénégalais là où on veut les amener. Alors, où est-ce que vous allez trouver l'argent? C'est la grosse interrogation. Ousmane Sonko qui dit que le développement du Sénégal ne dépend pas du financement international. Oui, d'accord. Alors que depuis qu'il est Premier ministre, depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez emprunté au nom du Sénégal par moins de 1500 milliards de francs CFA. 1500 milliards en moyenne peut-être, si on cumule toutes les informations relatives à ces levées de fonds que vous avez effectuées depuis votre arrivée. C'est deux, il y a le rebond, les crédits commerciaux, 200 milliards et 400 milliards je crois, si je me trompe, mais 1500 milliards. Plus de 1000 en tout cas alors, on va dire, si oui. Vous voulez. Ce qui l'explique, c'est la situation que nous avons trouvée. S'il y a dette, je ne sais pas, je ne peux pas trop m'avancer sur les chiffres, mais c'est que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une situation très difficile. Le FMI n'avait pas dit ça. Mais le FMI a confirmé.
Ah non, si. Le FMI a confirmé. Ses premières conclusions, c'est que vous avez été... non, Babacar. Vous avez emprunté de l'argent. Je veux dire... Sur financement, sur liquidité. Je vais te dire. La situation que nous avons trouvée. Le président Ousmane Sonko là... on ne comprend pas les positions du FMI qui varient. Oui, le FMI a clairement félicité le Sénégal pour cet exercice de transparence. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé une dette du Sénégal qui plafonnait à 15 664 milliards. Pourtant, on nous avait dit que c'est 13 772 milliards. Cela veut dire, on nous avait dit que c'était 73% du PIB et pourtant c'est 83% du PIB. Les pays, certains pays le font, hein, ils ne donnent pas parfois les bons chiffres aux partenaires internationaux pour leurs propres raisons. Et on pouvait le faire, mais qu'est-ce que le président de la République a dit? Moi, je vais gouverner le Sénégal par la transparence. Je ne vais jamais dire aux Sénégalais des choses qui ne sont pas avérées. On a trouvé un déficit de 10,4% au lieu de 5,5%. Le préfinancement du FMI de 605 milliards qui était positionné pour 2024, ça a été dépensé de façon opaque. Et le gouvernement... Il est dit que c'était pour rembourser la dette aussi. 605 milliards pour rembourser la dette. Et que vous le premier trimestre, que vous n'étiez pas censé trouver cet argent-là dans les comptes. Ah non. Cet argent, c'était pour l'année 2024. Mais malheureusement, on est venu le 24 mars, c'est-à-dire 2 mois, 24 jours après, mais il n'y avait pas grand-chose. Et il y a des charges que l'État, qui sont incompressibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le marché international. Et c'est ce que nous avions fait avec cette eurobond. C'est tout à fait normal parce que le pays ne doit pas s'arrêter. Nous avons une mission, c'est de redresser. Nous avons déjà fait le diagnostic. Et c'est ce qui nous a amené à ce référentiel. Quand vous faites le diagnostic, nous essayerons de redresser. Après redressement, nous allons impulser un peu l'économie sénégalaise. Après impulsion, nous allons accélérer. Parce que nous souhaiterions que le Sénégal change de catégorie. Aujourd'hui, on est parmi les LDC Group, les pays les moins avancés. Pourtant, on a un potentiel pour devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici quelques années. Il suffit de croire en nos potentialités. Je vous ai parlé des potentialités agricoles, mais l'industrie extractive. Nous avons signé des contrats léonins pour le pétrole, pour le gaz, pour l'or, les zircons. Mais on a un énorme potentiel au Sénégal. Les ressources en eau, les ressources halieutiques, qui ont été à la limite aliénées. Parce que je me rappelle avoir fait une conférence de presse quand nous étions dans l'opposition sur le contrat de pêche. Le Sénégal avait signé des contrats de pêche de 2019 à 2024 avec l'Union européenne en autorisant 45 bateaux de l'Union européenne à pêcher dans les eaux sénégalaises. C'était scandaleux. Pour le thon et le merlu. Pour quel montant? Une contrepartie de 10 milliards de francs CFA. 10 milliards pour 5 ans. Chaque année, 2 milliards. Mais 2 milliards, c'est quoi pour un État? Moi, je préfère préserver la ressource, bien comme dit que c'est une espèce migratrice, oui, mais préserver la ressource plutôt que d'aliéner nos ressources naturelles. Et là, nous y verrons personnellement. Le Sénégal, tu me parles des financements. Notre option, c'est de réduire les dépenses en essayant d'augmenter les recettes. Parce que qui sont les Sénégalais qui payent les impôts? Il faut élargir l'assiette fiscale. C'est toi, parce que tu travailles, tu as ton bulletin de salaire, tu ne peux rien, on peut te couper directement à la source. Mais il y a des Sénégalais qui ont une activité lucrative qui ne payent pas d'impôts. Au lieu d'augmenter l'impôt pour le Sénégalais lambda, le Sénégalais moins, il faut élargir l'assiette fiscale et qui permettra même d'alléger l'impôt pour les Sénégalais les moins nantis. Mais également diminuer les dépenses. Ça commence par le train de vie de l'État. Le premier indicateur, c'est un gouvernement de 25 ministres. Comment vous y prendre 90% du tissu économique composé de l'informel, oui, qui n'est pas grand payeur? Il faut enclencher le processus de formalisation de l'informel. Vous savez, on a une arme efficace, la digitalisation. Il faut aller vers ça. Dans les pays du Nord, personne ne peut échapper à l'impôt parce qu'ils ont un registre où figure tout le monde.
Babacar, tu débarques au Canada ou en France, on sait là où tu vas loger. Mais au Sénégal, on peut chercher quelqu'un. Où est-ce qu'il habite? La police va chercher pour le trouver. Parce qu'on n'a pas ce registre. Vous allez dans ces pays du Nord, un policier qui t'arrête, il suffit de mettre ton nom sur l'ordinateur. Il dit, Babacar habite à tel lieu et on va te trouver là-bas. Donc, c'est difficile d'échapper à l'impôt. Et la numérisation pourra nous aider. Faire un mélange de genre et devenir un État policier non plus, n'est-ce pas? Un État policier. Mais un État doit être fort, mais protecteur. L'État doit avoir une vue sur toute sa population. Mais quelqu'un disait en Afrique, Facebook a plus de données sur les Africains que les gouvernements africains eux-mêmes. Et ça, nous allons y remédier. Et le président de la République et le Premier ministre ont instruit le ministre en charge du numérique, qui est un secteur très important pour nous, parce que c'est assez transversal. À l'environnement, nous avons besoin du numérique. Par exemple, pour la numérisation des procédures forestières, au ministère des Transports, en charge des Transports, dans tous les ministères, nous avons besoin de cette numérisation. Et le gouvernement s'engage à digitaliser les procédures pour faciliter un peu le développement, mais pour diminuer en fait les risques de corruption. Parce que l'indice de corruption au Sénégal est très élevé, malheureusement. Tout à l'heure, vous avez évoqué les dépenses publiques, la rationalisation des dépenses publiques, de vos nombreux slogans. Votre régime a indexé le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. Voulez les dissoudre alors que vous partagez d'autres organismes publics, agences et directions générales, dont vous aviez même mis en cause leur pertinence, sans compter les nombreuses nominations à la primature et à la présidence de la République. Bassirou Diomaye Faye qui vient de nommer encore des dizaines de chargés de mission, essentiellement des membres du mouvement des jeunes de Pastef. Rationalisation, dites-vous? Oui, en fait, un président qui arrive, il faut qu'il mette en place son équipe. Vous ne pouvez pas nous dire ça oui, mais écoutez Babacar, le président, le premier acte qu'il a posé, je veux un gouvernement qui ne dépasse pas 25 ministres. Il l'a fait. On a trouvé, en moyenne, les gouvernements de Macky Sall, ça a dépassé les 35. C'est arrivé jusqu'à 39 ministres. 39 ministres, c'est 39 cabinets, c'est 39 d'âge. Nous avons diminué en fusionnant les ministères. L'actuelle ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, elle a 3 ministères en fait. Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, idem. C'est ça en fait la rationalisation des dépenses publiques. Mais le président de la République qui prend des chargés de mission, quoi de plus normal? Et vous dites que les agences que nous avons données à des pastéfiens, entre guillemets, mais je vous dis d'abord, ce n'est pas toutes les agences qu'on a données à des pastéfiens. Nous avons trouvé, il y a des structures où c'est ce qu'on a nommé. En fait, on les a nommés par leurs compétences, mais pas parce qu'ils appartiennent à PASTEF. Et même si c'était parce qu'ils appartiennent à PASTEF, je trouve ça normal. Un parti qui gagne gouverne. Une opposition s'oppose. L'État PASTEF. C'est les règles. L'État PASTEF. Mais allez dans les grandes démocraties. Nous, on est très ouverts parce que, je vous dis, on a nommé, on a laissé des directeurs qu'on a trouvés sur place qui sont apolitiques, on les a laissés sur place pour leurs compétences. Dans beaucoup de ministères, dont le mien. C'est parce que ces gens, on sait que ce n'est pas des politiques, c'est des technocrates qui ont une expertise avérée. Votre camarade de parti, Waly Diouf Bodian, spécialiste désormais des déclarations fracassantes, il appelle à une épuration dans la gestion des affaires publiques. Il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il faut un nettoyage. Regardez ce qui s'est passé à Dakar Demdik. C'est un exemple patent. Vous avez une société... Si ce qu'on dit de Dakar Demdik est vrai, c'est pire que la Poste alors. La Poste, c'est autre chose. La Poste, c'est l'État qui... La Poste vit sous perfusion, en fait. Et ça ne peut pas continuer aussi. Comment Dakar Demdik pourrait se retrouver comme un des plus grands employeurs Oui, mais Dakar Demdik, une société qui a actuellement 259 bus en moyenne qui roulent et qui a 3000 agents.
dont les 2800 et poussières, c'est des CDI. Cela veut dire que vous avez 12 agents pour un bus. Mais comment cette société peut se développer? Donc, c'est des choses qu'il va falloir... c'est des entreprises qu'il va falloir nettoyer. Je suis tout à fait d'accord avec Wally. Il faut un nettoyage à grande eau. Et ce n'est pas là-bas seulement, hein, c'est partout. Vous voyez, j'ai une agence chez moi, mais il y a plus de chauffeurs que de véhicules. Les chauffeurs, ils viennent le matin, ben, ils sont là à ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'on leur a signé des CDI. C'est la même chose quand Bassirou Diomaye Faye nomme 50 chargés de mission en une seule journée. Mais c'est tout à fait normal. Il n'avait pas encore de chargé de mission. Il n'avait pas nommé ses chargés de mission. C'est tout à fait normal. On vous dit que Macky Sall en avait 300. Lui, il n'arrivera pas à 300. Mais ce qui s'est passé, nous, on ne se compare pas au régime passé. Parce que ces régimes, c'est la raison pour laquelle on les a balayés, c'est à cause de mauvaises pratiques. Mais le ministère de la Défense, Omar Youm, le dernier ministre de la Défense, nous sommes du même département. Il est de Tchadien, moi je suis de Fissel. Mais le gars, il avait recruté 40 chargés de mission. À lui, un seul ministère, je ne parle pas de la présidence. Si vous me dites que le président Bassirou Diomaye Faye a recruté 40 chargés de mission, j'ai dit, mais quoi de plus normal? Pourquoi faire? C'est quoi le travail de chargé de mission? Est-ce que tu connais la charge de travail de la présidence de la République? C'est quoi la pertinence de ce poste-là? Je vais vous dire, la charge de travail de la présidence de la République est énorme. La charge de travail de la primature est énorme. Parce que vous imaginez, nous sommes 25 ministères. Elle a des démembrements techniques qui peuvent faire le travail, non? Non, le président de la République a besoin de conseils techniques. Il en a certains, mais ce n'est pas suffisant. Il est en train de former son équipe. Et c'est une personne... Non, c'est tout à fait normal. C'est une personne qui prend son temps. Il est là, il est en train de former son équipe. Vous le faites à la veille d'élections législatives. Alors c'est ça, où est la rupture? C'est les mêmes pratiques Nous avons mis de côté. Nous avons distingué l'agenda politique de l'agenda gouvernemental, de ce que nous faisons. Les gens disent souvent, c'est à la veille des élections qu'ils font ça. Ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas parce qu'on va vers des élections présidentielles, des élections législatives que le pays va s'arrêter. Les ministères vont continuer à fonctionner. Ce qu'on doit faire, on continuera à le faire. Mais de ce point de vue, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Un président de la République qui recrute ses chargés de mission, quoi de plus normal? Parce qu'il en a besoin. Moi, j'ai des chargés de mission parce que j'en ai besoin. Ils ont un travail à faire. 6 mois de gouvernance, c'est déjà les premiers scandales financiers présumés. De faux scandales. L'agence sénégalaise d'électrification rurale. Et ce marché d'électrification de 1500 à 1700 villages gagnés par une société espagnole qui sous-traitait avec une entreprise sénégalaise qui a été écartée. Des accusations de pots de vin, 5 milliards, le chiffre qu'on a vu, accusation contre un ex-député Pastef. Celui qui a accusé, il a fui, hein? Oui, d'accord. Parce qu'il sait qu'il sera traîné devant les tribunaux. Oui, mais l'accusation et la plainte pour diffamation, ce n'est pas le plus important dans cette affaire-là. Est-ce que la justice, notamment le pôle judiciaire financier qui vient d'être installé, il n'a pas matière à y regarder plus clair? Babacar, il y a trop de désinformation dans ce pays. Je peux dire que moi, j'en étais victime, hein, parce que j'ai écouté des journalistes dire que je suis l'oncle de Ousmane Sonko. Ça s'était dit. Et j'aimerais bien, je serais fier d'avoir un parent comme Ousmane Sonko. Parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Pour son courage, pour sa probité morale, mais pour son amour de sa patrie. Mais nous n'avons aucun lien de parenté. Et pourtant, partout dans les réseaux sociaux, le ministre de l'Environnement, professeur Daouda Ngom, c'est l'oncle de Ousmane Sonko. Il n'en est rien. Tout ce qu'on a dit sur l'affaire de Lazer. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Lazer est contractant dans cette affaire.
l'ASER a contracté avec AEPAO EPC, c'est Espagne. Et la nature du contrat, c'est une offre spontanée. Mais c'est un peu encadré en fait. C'est encadré parce que l'article 83 du Code des marchés publics dit que pour ça, il faut que le projet atteigne au moins 50 milliards. Mais il faut aussi que celui qui a fait l'offre apporte le financement. C'est comme une dette, en fait. C'est ce qui fait que le ministère des Finances et du Budget avait contracté avec la Banque Santander via l'agence espagnole de crédit d'exportation. Ce qui s'est passé, c'est que l'État du Sénégal, je veux dire l'ASER, a contracté avec AEPAO Sénégal, avec AEPAO Espagne, mais pas avec AEPAO Sénégal. Mais l'article 83 dit que si celui qui bénéficie du contrat n'est pas une entreprise sénégalaise, il faut qu'il sous-traite au moins 20%. Donc, AEPAO EPC était obligé de contracter avec une entreprise sénégalaise. Et c'est de là que AEPAO Sénégal est né. Mais ce qui est arrivé, ce n'est pas un problème entre l'État du Sénégal et AEPAO Sénégal, parce que l'État du Sénégal n'a pas contracté avec AEPAO Sénégal. L'État du Sénégal a contracté avec AEPAO C. Mais ce qui s'est passé, c'est que les deux, AEPAO Espagne, AEPAO EPC, a eu des problèmes avec AEPAO Sénégal. Pourquoi? Parce que AEPAO Sénégal a envoyé des factures à AEPAO Espagne, comme quoi la DGID et DCMP ont donné des factures que AEPAO Espagne devait payer. AEPAO Espagne a écrit à la DCMP, a écrit à la DGID pour dire que AEPAO Sénégal m'a envoyé ces factures. Est-ce que la réponse a été que non, c'est de fausses factures. C'est ça la réalité. Et AEPAO Espagne en a profité. C'est cela votre ligne de défense. Non, c'est ça la réalité. C'est ce qui s'est passé. C'est ça la réalité. Et AEPAO Espagne a rompu avec AEPAO, a écrit à AEPAO Sénégal pour dire je vais rompre. Et pourquoi l'ASER n'a pas remis toute la documentation que lui demandait l'ARCOP dans cette affaire-là? Pourquoi ça tarde à arriver à l'ARCOP, ces documents-là? Oui, mais parce que l'ARCOP a stoppé la procédure d'attribution. ASER considérait même que l'ARCOP n'était pas compétent pour gérer un conflit entre ces deux-là, en fait. ASER, en fait, c'est deux privés, en fait, qui ont des problèmes. L'ASER n'avait rien à voir avec AEPAO Sénégal. Rien à voir. Et d'ailleurs, la décision de l'ARCOP du 7 octobre était sous-tendue par le fait que l'ARCOP disait que avoir reçu une lettre de la Banque Santander. Et quand le directeur de l'ASER a communiqué avec l'agence espagnole dit n'avoir jamais été au courant de cette lettre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir, mais tout sera clair. C'est ce que je peux dire sur l'ASER. Il y a des irrégularités. Quelle irrégularité? Même si, par exemple, l'ARCOP, justement, l'agence l'agence de régulation, l'ARCOP, oui. Sahernian qui a pris les dernières décisions sur ce dossier-là, il a été remercié. Il a été remercié le 2 octobre. Oui, d'accord. Mais il a pris sa décision le 7. La nomination de son remplaçant est irrégulière. Non, parce que les textes disent oui. que la nomination du patron de l'ARCOP doit se faire par appel à candidature. Et vous croyez que le président de la République ne sait pas ça? En fait, une chose qui m'a marqué chez le président, il demande toujours tout ce qu'on doit faire. Pas actuellement, même quand on était dans l'opposition. Est-ce que c'est sous-tendu par des textes? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce qu'il y a eu appel à candidature pour la nomination? Non. Écoutez-moi, le problème, c'est comme le cas de l'UCAD, en fait. Les gens doivent se poser des questions. Le recteur de l'UCAD. Oui. Sahernian. Michel Sahernian est à la retraite depuis quand? Depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Les gens n'en parlent pas en réalité. Mais le président, il a le pouvoir de le remplacer. Il est là depuis une dizaine d'années. Sans appel à candidature comme le stipule la réglementation. Oui.
l'appel à candidature, pour le cas de l'UCAD par exemple, quand le président a pris un décret. Mais je vous dis, c'est les deux, c'est pareil. Hein? C'est pareil. On dit qu'il doit y avoir appel à candidature, mais le mandat était terminé depuis très longtemps. Et si le mandat est terminé, le président de la République peut prendre les devants pour... Ce débat sur la terre, il ne finit pas. Il a trouvé ici un autre, Lonas Gate. Cheikh Dieng, l'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement, d'ailleurs convoqué demain par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Il n'est pas le seul à être cité dans cette affaire. Votre collègue au gouvernement, Cheikh Tidiane Dièye, aussi ministre de l'assainissement, de l'hydraulique. Est-ce que dans ce dossier, il y a vraiment des garanties d'un procès équitable, si procès il y aura? Déjà, n'y a-t-il pas de raison de craindre que l'enquête soit unidirectionnelle? Il n'y a aucune crainte. Aucune crainte. Et aussi bien le président de la République que le Premier ministre, il nous les rappelle toujours. Hein. Si vous faites des... Bon, je ne veux pas dire des bêtises. Si vous faites des choses qui ne sont pas aux normes, assumez-vous. Parce que vous ne serez pas protégé. Débrouillez-vous pour vous justifier. Et c'est ça qu'ils vont appliquer dans cette affaire de la LONASE. Il y a une enquête qui suit son cours. Le temps de la justice n'est pas notre agenda aussi. Hein. L'ancien directeur est convoqué. On verra ce qui arrivera. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il n'y aura jamais de parti pris. Que ce soit moi, que ce soit un autre membre du gouvernement, celui qui est trempé dans des choses qui ne sont pas claires, tu te justifieras seul et tu assumeras. Il nous reste moins de 3 minutes pour épuiser toutes les autres nombreuses questions qui nous restent dans cette émission-là, mais on va y aller par 10 secondes. Le marché de 75 milliards d'achats d'armes pour votre ministère sous Macky Sall, est-ce qu'il y a des enquêtes qui vont être menées ou pas? C'est 45 milliards. 45 milliards oui, pour l'achat d'armes. C'est 45 milliards et l'audit est en cours en fait. Et bientôt, ça va terminer. Quand on est venu, le gars avait déjà livré une bonne partie. Je crois que le taux de livraison a atteint actuellement 90%. Mais en tout cas, depuis que nous sommes venus, nous avons arrêté la procédure. On n'a pas touché à ce dossier en attendant. Il y a eu des tournements ou pas dans cette affaire-là? On ne peut pas le dire. Pour moi, tout le monde doit bénéficier d'une présomption d'innocence. Et nous aurons les rapports bientôt. L'ancien président de la République, Macky Sall, ça, on enchaîne avec les législatives, parce que cette émission est terminée. L'ancien président de la République, Macky Sall, et la campagne électorale. Il vit à l'étranger depuis la fin de son dernier mandat en avril dernier. Le magazine Jeune Afrique a écrit que Macky Sall craint d'être inquiété s'il remet les pieds au Sénégal, démenti de son entourage. Est-ce qu'il y a un plan Macky s'il décide de rentrer au pays? Je ne peux pas dire il y a un plan Macky. Macky, c'est un Sénégalais. Hein. Il peut venir faire sa campagne comme il veut. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une reddition des comptes. Est-ce que Macky Sall, il peut craindre pour sa liberté s'il rentre au Sénégal? S'il a fait des choses répréhensibles, ben, c'est un Sénégalais. Hein. Il peut être jugé par la Haute Cour de justice. Pourquoi pas? Je dis bien s'il a fait des choses répréhensibles. On verra. C'est la justice qui nous le dira. 15 secondes, sinon les militants écolos vont m'en vouloir. Vous êtes Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. La COP29, la conférence sur les changements climatiques, aura lieu cette année à Bakou, en Azerbaïdjan, dans un mois. Donc, la guerre contre les énergies fossiles menée par les grandes puissances économiques, l'ancien président sénégalais, justement, Macky Sall, s'est battu contre ces positions. Il estime que des pays comme le Sénégal, qui viennent de commencer à exploiter leur pétrole et leur gaz, ne peuvent pas se ranger derrière ces positions-là. Le régime PASTEF va faire comment dans cette guerre mondiale contre les énergies fossiles? Quelle est la position que vous allez défendre à la COP29? La position, je l'ai déjà défendue lors de la réunion des ministres africains de l'environnement. Le Sénégal est un nouveau pays exportateur de pétrole. On ne peut pas se permettre de se ranger derrière certaines positions à la limite extrémistes. Le Sénégal va continuer à exploiter son pétrole, mais le Sénégal va aller vers le mix énergétique pour aller vers 30%.
On est déjà à 30% pour aller vers au moins 40% de mix avec des énergies renouvelables d'ici 2030. Merci. Le professeur Daouda Ngom était notre invité, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Merci à Hassan à la régie. Restez avec nous, les infos tout de suite. Les programmes continuent sur RFM. Bonne fin de week-end à tous.